Ok, bonjour à tous. Il nous a semblé avec Michel Asseret qu'il était assez logique avant de se répartir en groupe pour réfléchir et pour parler sécurité, qu'on ait tous un minimum de notions concernant les traumatismes crânio-vertébraux. Il s'agit là des lésions malheureusement les plus fréquentes et les plus graves en termes de pratiques équestres. Et c'est difficile de parler de prévention si on ne sait pas exactement de quoi on parle. Alors, je vais vous donner l'avis du neurochirurgien, d'un neurochirurgien qui connaît bien les traumatismes crânio-vertébraux, d'un neurochirurgien qui s'occupe toujours aujourd'hui de cavaliers victimes de ce genre de lésions, et l'avis du neurochirurgien qui a lui-même des filles en complet aux portes de l'amateur élite, ce qui me donne, je pense, une certaine légitimité pour vous parler de ces problèmes et pour vous faire comprendre que je m'intéresse aussi de près à ces problèmes de sécurité. Alors, quel est le contexte de cette réunion? Quel est le contexte de cette présentation? Comme vous le savez, ce sont 3 accidents dramatiques en 3 mois autour du concours complet. Alors, il ne s'agit pas d'incriminer directement le concours complet n'est pas le seul, mais il se trouve que ces accidents sont survenus à cette occasion-là et que c'est le concours complet qui a été mis en cause. Ce qu'il faut voir, c'est essayer de se rappeler quelle était la dernière situation semblable. Eh bien, pour les plus jeunes, ceux qui s'en souviendront, c'était en Angleterre au cours de l'année 98 où on a malheureusement déploré 5 décès en 5 mois, ce qui a beaucoup affecté, bien entendu, la discipline et ce qui a conduit les Anglais à réagir de 3 façons différentes. Ils ont d'abord créé un comité de sécurité. Et à cette occasion, ce sont essentiellement les obstacles qui ont été incriminés. C'était à l'époque, je vous le rappelle, la course au volume, la course à l'énormité des obstacles. Les choses ont beaucoup évolué depuis cette date et on le doit à ce comité de sécurité. Les choses ont évolué vers beaucoup plus de technicité aux dépens de cette volonté de mettre des obstacles encore et toujours plus gros, au moins jusqu'à Burghley cette année, où, comme vous le savez tous, il y a eu une polémique sur la difficulté du cross. Il faudrait faire attention à ce que les choses ne retombent pas dans le mauvais sens. Les Anglais ont également créé un comité des cavaliers professionnels qui était à l'époque dirigé par Andrew Nicholson et par William Fox-Pitt. Le hasard a voulu que ces 2 cavaliers ont été victimes d'un dramatique accident, chacun à leur tour, dans les années qui ont suivi. Et puis les Anglais ont fait appel à la Formule 1, pour une raison relativement simple. Les accidents qui surviennent en Formule 1 sont des accidents à haute vitesse. Et quelque part, il y a quelque chose d'un petit peu similaire et d'un petit peu analogue. On a donc vu des Anglais demander aux acteurs de la Formule 1 leur avis pour ajouter, comme ils le disent, un avis extérieur. Et qu'a fait la Formule 1 ? La Formule 1 a fait ce que vient de faire Michel Asseret. Ils ont été voir un neurochirurgien et puis ils ont dit au neurochirurgien, voilà, comment est-ce que vous pouvez nous aider à comprendre et à prévenir ces accidents dramatiques. Alors il reste des choses qui n'ont pas avancé beaucoup. Les cavaliers professionnels ont notamment considéré qu'il reste encore une inadéquation entre des compétences médicales certaines et des incompétences, en tout cas mauvaise connaissance en matière de spécificité concours complet. On va le voir un petit peu plus tard, c'est vrai pour beaucoup de choses. Je vais vous donner un exemple. J'ai été amené moi-même à voir à la demande des Anglais et des autorités compétentes des cavaliers anglais pour leur donner l'autorisation de reprendre leurs activités en compétition, ce qui prouve qu'il y a quand même là encore un manque qui, je pense, est également un manque qui doit exister chez nous. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un traumatisme crânien ? Un traumatisme crânien, c'est une tête qui va, avec une certaine énergie cinétique, venir heurter un obstacle fixe et donc s'arrêter brutalement. C'est également un obstacle en mouvement qui va venir heurter une tête fixe. C'est à peu près la même chose. Qu'est-ce qui va se passer dans cette situation-là ? Eh bien, au moment de l'impact, quand la tête va venir heurter l'obstacle fixe, le premier élément en contact avec l'obstacle, ça va être la voûte du crâne, le crâne osseux, qui va casser ou qui ne va pas casser. En tout cas, ce crâne va s'arrêter brutalement, ce qui ne va pas être le cas, malheureusement, du cerveau. Le cerveau, il fait 1,5 kg. Il est entouré de liquide céphalorachidien. Il a une certaine mobilité, une certaine force d'inertie. Et lorsque la décélération brutale va avoir lieu, bien, si la voûte du crâne s'arrête, le cerveau, lui, il ne s'arrête pas. Il va venir
s'écraser contre la table interne de l'os en avant, et puis il va revenir en arrière et créer de nouveau un impact de contre-coup, qu'on appelle un impact de contre-coup. C'est la même chose pour le tronc cérébral, qui est cette structure qui fait la communication entre le cerveau en haut et la moelle épinière en bas, qui va venir s'écraser contre la partie basse ici de la base du crâne. Tous ces impacts liés au cerveau qui va bouger vont entraîner des lésions cérébrales dramatiques qui vont constituer qui vont faire tout le pronostic du traumatisme crânien. Finalement, la gravité des choses, ce n'est pas tellement ce qu'il y a autour, c'est ce qu'il y a dedans. Ce sont ces lésions de décélération qui font tout le problème de la traumatologie crânienne. Alors, quelques points sur les traumatismes crâniens. D'abord, qu'est-ce qui fait la gravité potentielle de tout traumatisme crânien? C'est d'abord que son évolution est absolument imprévisible. C'est une maladie, c'est une pathologie qui est évolutive dans le temps. Ce n'est pas parce qu'on est bien au début et au moment de l'accident qu'on sera bien une heure après. Ça, c'est extrêmement important. D'où l'importance de la surveillance. Il faut toujours garder un œil sur un traumatisé crânien, ça c'est capital. Et qu'est-ce qui fait la gravité du traumatisme crânien? C'est bien ce que nous appelons, nous les neurochirurgiens, les gesticulations nuisibles. Alors, gesticulations autour d'un certain nombre de choses, autour de la prise en charge, autour des transports sanitaires, on pourrait élargir la liste, ce n'est pas là le propos. Et puis, ce qui fait la gravité de ce traumatisme crânien, c'est la crainte de la constitution du fameux hématome intracrânien qui constitue toujours une urgence vitale. C'est exactement ce qui s'est passé à Fontainebleau. Il faut toujours avoir ça à l'esprit. Et l'hématome intracrânien est souvent une évolution d'un traumatisme crânien initial. Alors, on va passer en revue rapidement les différents types de lésions qu'on observe au cours du traumatisme crânien. Je vais vous en donner 4, avec des conduites à tenir pratiques et des notions simples. D'abord, la plaie du scalp, qui va constituer ce qu'on appelle un traumatisme crânien ouvert. Évidemment, avec un casque, et quand on est porteur d'un casque, la plaie du scalp est rare. Toujours est-il que quand on a une plaie du scalp, c'est une urgence, parce qu'un scalp, ça saigne. D'accord? Donc, il est urgent de fermer. Et il est également urgent, non pas de transférer, parce qu'on n'est pas à la minute pour transférer une plaie de scalp, évidemment, mais il faut éliminer quelque chose sous la plaie du scalp. Si c'est une plaie du scalp isolée, c'est une chose. S'il y a quelque chose d'autre sous la plaie de scalp, c'est-à-dire une fracture du crâne et éventuellement une atteinte plus profonde, alors on viendra à parler d'une plaie crânio-cérébrale, ce qui n'est plus tout à fait la même chose. Si on en revient à la lésion basique, la plaie du scalp, simple, ce n'est pas grave, mais ça saigne et il faut transférer un patient avec un traumatisme crânien et une plaie de scalp pour la fermeture. Okay. La fracture du crâne, la fracture osseuse. Ce que je vous montre, les photographies que je vous montre sont des photos toutes prises chez des cavaliers traumatisés. La fracture du crâne, en soi, ce n'est pas une urgence. C'est jamais que de la carrosserie. D'accord? Donc, fracture du crâne isolée non urgente, c'est même important et c'est même parfois intéressant d'avoir la fracture en matière de traumatologie crânienne et je vous expliquerai pourquoi. Le seul problème de la fracture du crâne, c'est qu'elle va constituer de temps en temps le lit de l'hématome, c'est-à-dire qu'elle va être à l'origine de la constitution d'un hématome intracrânien. Comment on peut suspecter une fracture du crâne? Eh bien, c'est un patient qui a eu un traumatisme du crâne à confirmer, bien sûr, et quand on va palper son crâne, on va palper localement une région édémaciée, douloureuse, un hématome localisé, chez un patient qui va présenter ce qu'on appelle des signes d'accompagnement, des céphalées, des nausées, des vomissements. Dans cette situation-là, avec un hématome localisé douloureux, il y a une fracture du crâne jusqu'à preuve du contraire. Ça justifie un transfert pour surveillance, afin de ne pas laisser évoluer un hématome intracrânien qui deviendra, lui, beaucoup plus urgent, car beaucoup plus bruyant. Le fameux hématome intracrânien, lui, est une véritable urgence. C'est une urgence chirurgicale. D'accord ? Ce qui est important, c'est que cet hématome se constitue entre la voûte du crâne et le cerveau lui-même, qu'il va se constituer plus ou moins rapidement après le traumatisme, et à mesure que cet hématome grossit, à mesure que cet hématome se constitue, il va comprimer ce cerveau qui est dans une enveloppe inextensible, qu'est le crâne osseux, et au bout d'un certain temps, au bout d'une durée à déterminer, qui est en général égale à la durée qui va séparer le traumatisme de l'aggravation, le cerveau va être obligé de se pousser. Le crâne ne va pas pouvoir contenir
l'hématome et le cerveau. L'hématome progressant, c'est le cerveau qui va être obligé de se déplacer. Et la seule issue possible pour le cerveau, sous la pression de l'hématome, de s'échapper, c'est de s'engager par l'orifice inférieur au niveau du rachis, c'est-à-dire tout le monde descend. Et c'est ça qui va constituer le drame, ce qui va constituer le facteur du décès, c'est-à-dire ce qu'on appelle l'engagement cérébral. Sous la contrainte de l'hématome, le cerveau descend, se déplace et va venir comprimer les structures vitales qui sont en dessous et qui font la jonction entre le cerveau et la moelle épinière. Ça, c'est un cavalier qui est initialement conscient au moment du traumatisme crânien, ce qui ne doit pas donc, vous le voyez, rassurer. Ce n'est pas parce qu'on est conscient après un trauma crânien que c'est forcément rassurant. Et au bout d'un certain temps, qu'on va appeler un intervalle libre, il va s'aggraver. Cette aggravation, on va le voir, peut prendre différentes formes et signe la constitution d'un hématome intracrânien. C'est donc à ce stade une extrême urgence. La seule chose qui puisse sauver le patient, à ce stade, c'est le chirurgien. J'insiste sur cet aspect des choses, ce n'est pas parce qu'un cavalier est initialement conscient, qu'un traumatisé carnien est initialement conscient, que c'est forcément une situation rassurante. Un cavalier conscient, mais qui est agité, qui est confus, qui présente un comportement anormal, c'est exactement ce qui s'est passé il y a peu de temps, est un traumatisé susceptible d'être déjà ou rapidement porteur d'un hématome intracrânien. Enfin, quatrième type de lésion, ce qu'on appelle les lésions traumatiques, ce sont les lésions de contre-coup, les lésions de contusion liées au déplacement du cerveau au moment du traumatisme, comme je vous l'ai expliqué au début. Ce sont les lésions qui malheureusement font tout le drame du traumatisme crânien et qui vont conditionner bien évidemment les séquelles à venir, les séquelles ultérieures. Alors ce sont des lésions qui mettent en jeu la vie pendant les premières heures, qui vont nécessiter la mise en place de mesures de réanimation et de ce qu'on appelle de sédation pour essayer de lutter contre l'édème cérébral qui va faire suite à ces lésions de dilacération cérébrale. Ça, c'est une chose importante. Et puis qui vont, bien entendu, en fonction de l'endroit où elles se situent, conditionner les séquelles, des séquelles motrices, des séquelles sur le langage, des séquelles sur la mémoire, des séquelles comportementales. Tout ça va dépendre, bien entendu, de la région du cerveau qui va être touchée par ces contusions. Est-ce que ce sont des lésions unilatérales ou bilatérales, à droite ou à gauche? Le cerveau droit et le cerveau gauche n'ont pas les mêmes rôles ni les mêmes fonctions. Donc voilà les quatre types de lésions cérébrales. Qu'est-ce qu'on doit faire face à un traumatisme crânien? Et ça, c'est valable dans toutes les situations. La première chose, c'est d'interroger un traumatisé. Est-ce qu'il y a eu un impact crânien? Est-ce qu'il y a eu une perte de connaissance? Ça, c'est la première chose. On l'a dit ensuite, il faut examiner le crâne. Il faut passer la main dans le crâne. Il y a ou il n'y a pas un hématome localisé et douloureux. Ça signe jusqu'à preuve du contraire une fracture. Ensuite, on fait un examen neurologique simple, à la portée de tout le monde. Est-ce que le traumatisé est conscient ou est-ce qu'il n'est pas conscient? Est-ce qu'il a une motricité normale? Est-ce qu'il bouge de façon symétrique ses deux bras et ses deux jambes? C'est tout. Et est-ce qu'il a des pupilles symétriques des deux côtés? D'accord? Et il faudra toujours penser en matière de traumatologie crânienne et faciale à rechercher une lésion associée. Quand on a un traumatisme du crâne et de la face, on a souvent un traumatisme associé du rachis cervical. Donc dans le doute, on mettra en place éventuellement une minerve cervicale ou à minima un collier mousse. 3 situations face à la traumatologie crânienne. Le cavalier va être conscient après la chute, le cavalier va présenter des troubles de la conscience ou le cavalier est dans le coma. Première situation, le cavalier est conscient. Il n'a pas perdu connaissance, il n'a pas de signe d'accompagnement, c'est-à-dire pas de nausée, pas de maux de tête, pas de vomissement. La situation paraît simple. Dans ces situations-là, pas d'hospitalisation, sauf bien sûr si on est dans la situation d'un traumatisé crânien conscient sans signe d'accompagnement qui a une plaie de scalp, on l'a dit. Ça devient un traumatisme ouvert, là qui nécessitera d'être hospitalisé pour la fermeture et pour rechercher des lésions sous-jacentes. Mais dans tous les cas, sauf plaie de scalp, simple information sur la surveillance, pas d'hospitalisation. Si par contre le patient est conscient, le traumatisé est conscient, mais il a perdu connaissance, ou il a une amnésie des faits, il a des céphalées, il a mal au crâne, il a des vertiges, il est nauséeux, il a des vomissements. À ce moment-là, celui-là doit être hospitalisé pour un minimum de 24 heures et doit être surveillé sur le plan neurochirurgical. Ça, c'est important. Il aura un scanner au bout d'un certain temps si les signes sont toujours là. Pourquoi? Parce que le risque de ce patient,
c'est de constituer de façon secondaire un hématome intracrânien qui deviendra une grande urgence. Encore une fois, d'un cavalier conscient ici, on va voir apparaître secondairement après l'intervalle libre des troubles de la conscience, une asymétrie dans la force motrice à droite et à gauche, ou une dilatation d'une des pupilles, notamment du côté du traumatisme. L'apparition de ces signes après un intervalle libre, c'est-à-dire à distance de l'accident, traduit la constitution très probable d'un hématome intracrânien. Donc dans cette situation-là, patient conscient mais qui a perdu connaissance ou qui a une amnésie des faits, qui a mal au crâne ou qui vomit, hospitalisation parce qu'il peut développer un hématome. Attention, on l'a déjà dit tout à l'heure, ce n'est pas parce qu'on est conscient que la situation est pour autant simple et que la situation doit rassurer. Si on est conscient mais qu'on est agité, qu'on n'a pas un comportement normal ou qu'on a une situation, qu'on présente une situation que l'entourage ou que les gens présents sur place considèrent comme anormale, on doit considérer ce patient comme un patient à hospitaliser rapidement. Le cavalier présente d'emblée des troubles de la conscience. Ça justifie pleinement de soins de réanimation, pas entrer dans le détail de la réanimation, mais ce patient qui a des troubles de la vigilance doit être transféré rapidement. Pourquoi ? Parce que le risque, c'est qu'il existe déjà des lésions intracrâniennes, voire un hématome intracrânien, qui sont des lésions qui justifient d'une prise en charge chirurgicale ou de mesures de réanimation urgentes. Dès lors qu'il y a des troubles de la conscience, il y a probablement quelque chose, ou en tout cas, jusqu'à preuve du contraire, il y a des choses qui justifient une prise en charge urgente. Enfin, dernière situation, le cavalier est dans le coma. Là, il n'y a aucun doute, il y a toujours des lésions qui justifient une prise en charge de réanimation ou chirurgicale urgente. Toujours. Ça, c'est un transfert immédiat, de la même façon. Vous voyez que, globalement, il y a toujours une urgence diagnostique. Qu'est-ce qui se passe ? La seule situation rassurante, c'est le patient conscient qui n'a pas perdu connaissance, qui n'a pas d'amnésie des faits, qui n'a pas de signe d'accompagnement. En dehors de ça, toutes les situations justifient, plus ou moins urgemment pour le patient conscient, d'une hospitalisation, c'est-à-dire d'un transfert rapide du lieu de l'accident vers le lieu de prise en charge adapté. Si on veut bien résumer la situation, l'hématome intracrânien va menacer la vie rapidement. Les lésions traumatiques du cerveau, les lésions liées au déplacement cérébral, vont menacer la vie dans les premiers jours, dans les premières heures, puis vont menacer au long cours l'autonomie et les facultés diverses du traumatisé. L'urgence est toujours au diagnostic, donc au scanner. Il faut savoir vite ce qui se passe, d'accord ? Donc la règle d'or, un traumatisé sur un terrain de concours quel qu'il soit, on conditionne et on transfère très vite. On se débarrasse du malade, du patient qui devient un malade, pour l'envoyer dans un centre spécialisé. Il ne faut pas perdre de vue qu'une fois à l'hôpital, il y a un délai incompressible du conditionnement, du transfert vers le scanner, du transfert au bloc opératoire. Le temps qu'on peut donc gagner, c'est au début, au moment du traumatisme. On conditionne vite, on transfère. Alors, à partir de là, connaissant tous ces éléments, on peut faire quelques réflexions sur la prévention. Comment est-ce qu'on peut limiter les lésions traumatiques du cerveau ? Le casque. Il est important de considérer que le casque va pouvoir absorber une partie de l'énergie cinétique. Donc, on entend parler ici et là du fait qu'il faudrait des casques plus fermés, plus résistants, plus englobants, plus renforcés. Non, surtout pas. Il faut privilégier la fracture du crâne. Si le crâne se casse, le crâne osseux va absorber une partie de l'énergie cinétique, ça sera autant de moins absorbé par le cerveau. Il vaut mieux que le crâne osseux paye les dégâts, soit en première ligne, plutôt que le cerveau. D'accord ? Donc il vaut mieux qu'un casque se casse. Et il vaut mieux que le crâne osseux se casse par la suite. Encore une fois, l'énergie absorbée par le crâne osseux ne sera pas absorbée par le cerveau. On limite ainsi les lésions. D'accord ? On entend parler ici et là, oui, mais il faudrait un casque solide pour éviter les lésions d'écrasement du crâne. Non, l'écrasement du crâne, c'est à la marge. Ce n'est pas ça, les lésions les plus fréquentes ni les plus graves.
il faut garder à l'esprit que ce qui fait toute la gravité du traumatisme crânien, on le voit bien sur les traumatismes récents qui ont eu lieu notamment dans le milieu professionnel, le drame, ce sont ces lésions d'ébranlement cérébral liées à l'énergie d'une masse importante qui va et qui vient au moment du traumatisme et qui va venir heurter l'intérieur du crâne, créant ces lésions de contusion qui vont faire tout le pronostic. Le sol est également important. Le sol va pouvoir absorber également une partie de l'énergie cinétique. Il n'est plus concevable de voir des crosses qui partent sur des terrains extrêmement durs. Ça devrait être le cas partout. On devrait donc, je pense, encore une fois, vérifier systématiquement les abords et les réceptions des obstacles. Je parle surtout pour le cross. Il y a effectivement, si c'est vrai en tout cas sur les gros crosses professionnels ou dans les concours importants, dans tous nos concours amateurs du week-end, il y a des crosses qui partent sur des terrains qui sont tout à fait discutables en matière de dureté. D'ailleurs, c'est valable non seulement pour le crâne des cavaliers, mais pour les membres des chevaux. Toujours sur le plan médical, l'attention et la concentration sont des éléments extrêmement importants, de même que l'acuité et la mémoire. La détente, qui porte très mal son nom, fait partie de l'épreuve. On est déjà dans une épreuve, on est déjà sur le cross quand on est à la détente. D'accord ? Et malheureusement, les cavaliers ne sont pas toujours concentrés sur la détente. Les cavaliers sont souvent beaucoup trop nombreux sur une détente. On a vu des accidents sur des détentes, on y reviendra un petit peu plus tard. Retenez que, et ça vous le savez tous, il n'y a pas de parcours facile, il n'y a pas de petits obstacles. D'accord ? C'est le meilleur moyen d'aller au-devant de difficultés et de désillusions. Et enfin, ça c'est... Vous ne serez pas surpris, le manque de sommeil, les toxiques, l'hygiène de vie, tout ça, ce sont des éléments très importants à prendre en considération dans toutes ces situations. L'état et les particularités physiques du cavalier, alors là, je renvoie au certificat médical. Puis il y a bien sûr l'adéquation entre le cheval et le cavalier. Quand vous voyez des cavaliers qui pèsent 30 kg tout mouillés, qui sont sur des machines de guerre, je ne suis pas certain que la situation soit toujours la bonne et soit toujours... Alors, un traumatisme rachidien, c'est quoi ? Pour passer maintenant à la colonne vertébrale, vous savez que le rachis est divisé en 3 niveaux, le rachis cervical, le rachis dorsal, le rachis lombaire. Ces 3 étages rachidiens n'ont pas la même fonction et n'ont pas la même biomécanique, ce qui rend les choses un petit peu différentes en matière de prévention, et on va y revenir. Le rachis, globalement, la colonne vertébrale, elle va protéger le système nerveux qui est à l'intérieur, en l'occurrence la moelle épinière. Ceci juste pour rappeler que la tête et le cou sont 2 entités indissociables et qu'on doit toujours penser à un traumatisme cervical lorsqu'on est victime d'un traumatisme crânien. On commence par le rachis cervical. Le problème du rachis cervical et tout son drame, c'est qu'il est d'une grande mobilité et par conséquent, il est d'une mauvaise stabilité. Une articulation, plus elle est mobile et moins elle est stable. Ça, c'est mécanique. Et donc, la lésion principale, malheureusement, d'un segment rachidien extrêmement mobile, c'est ce qu'on appelle la luxation. Vous avez les articulations qui sautent avec le drame que ça peut engendrer puisque vous avez le système nerveux central qui est à l'intérieur. Le problème, c'est que les seuls éléments stabilisants du cou, les seuls éléments efficaces stabilisants du cou, ce sont les muscles qui entourent la colonne rachidienne, d'accord ? Et que ce qui est important, bien entendu, c'est plutôt l'état physique du cavalier qui doit être apprécié par un certificat médical réellement effectué. D'accord ? J'insiste dans cette situation-là sur la nécessité pour les cavaliers de renforcer leur cou et de renforcer leur ceinture scapulaire, de développer ce qu'on appelle la protection neuromusculaire, c'est-à-dire la proprioception. En matière de entorse de cheville, par exemple, la proprioception, c'est quoi ? Ce sont les récepteurs qui, lorsque le pied commence à partir en dedans, vous envoie le message aux muscles de la loge latérale de jambe de redresser le pied immédiatement, sans même que vous ayez à y penser. C'est la même chose pour le rachis cervical. Dès que la tête, du fait d'un mouvement cervical anormal ou brutal, dès qu'on est dans cette situation d'un mouvement anormal de la tête avec une inclinaison brutale ou une rotation brutale du cou, les muscles du cou doivent être en situation de redresser immédiatement la situation. Tout ça, toute cette stratégie musculaire, tous ces stabilisants musculaires, encore une fois, doivent être présentés aux cavaliers, doivent être enseignés. Et ça ne peut être fait que lors d'une visite médicale réellement effective, auprès du cavalier, avant la délivrance de ce certificat.
Au niveau du rachis dorsal, c'est un petit peu différent. Le rachis dorsal, il est spontanément stable. Pourquoi? Parce qu'il est entouré par les côtes, entouré par le grille costal. Donc quand on se casse un rachis dorsal, on ne le luxe pas, contrairement au rachis cervical, mais on le casse comme un os long. Et c'est souvent un traumatisme direct. Et c'est là où on a une solution qui est celle du protège-dos ou de l'airbag. J'en reviens à la même situation, en tout cas à la même conclusion que pour le rachis cervical. Qu'est-ce qui protège le mieux le dos du traumatisme? Ce sont les haubans musculaires, comme vous le voyez là. Le renforcement musculaire du cavalier constitue la meilleure des protections. Encore une fois, pourquoi est-ce que les cavaliers ne se prépareraient pas sur le plan physique alors que c'est le cas dans la quasi-totalité des sports? Nous, on a des cavaliers et des cavalières qui s'entretiennent pas sur le plan physique, ça c'est très clair. Et c'est un manque de crédibilité. Enfin, en tout cas, ça rejaillit sur notre sport et ça rejaillit sur l'équitation d'une manière générale. Nos cavaliers ne sont pas des grands sportifs au sens préparation physique. On dit toujours l'équitation n'est pas un sport, mais ce n'est pas dans la situation actuelle qu'on va pouvoir contredire malheureusement ces gens qui taxent l'équitation de ne pas être un sport. Donc j'insiste beaucoup sur l'état physique du cavalier et je pense que l'établissement de ce certificat est une situation d'évaluation par le médecin de l'état du cavalier. Encore faut-il que ces cavaliers soient réellement vus par les médecins. Enfin, le rachis lombaire, qui est la dernière partie du rachis, ça, c'est le support du poids du corps. La partie basse du dos va supporter le poids de votre corps, donc il va se casser. Et comment il se casse? Le plus souvent, c'est l'écrasement. On tombe éventuellement assis sur les fesses, ce qu'on appelle les fractures par écrasement. D'accord, l'écrasement. Et quand une vertèbre s'écrase, c'est comme quand vous mettez un noyau de cerise entre deux doigts et que vous appuyez, il y a un petit morceau qui fout le camp derrière. Il va foutre le camp derrière et qu'est-ce qu'il va rencontrer? Le canal dans lequel vont passer les nerfs avec les conséquences qu'on peut imaginer. Malheureusement, ni l'airbag ni le protège-dos ne vont protéger contre l'écrasement, contre la fracture en écrasement. Là encore, le meilleur atout du cavalier, la meilleure protection contre ces lésions rachidiennes, c'est le renforcement musculaire. Si vous avez un cavalier en parfait état physique, on va limiter les risques de lésions rachidiennes. Voilà, dans tous les cas. Qu'on soit dans un club ou qu'on soit sur un terrain de concours quel qu'il soit, dès lors qu'un cavalier va être victime d'un traumatisme de son rachis, de sa colonne vertébrale, et à partir du moment où il est douloureux, il doit être immobilisé de façon systématique et transféré vers un centre spécialisé. Je vous rappelle qu'un malade ou un patient qui a une fracture du rachis et qui a des signes neurologiques, qui a un déficit ou des douleurs, il doit être en règle générale opéré dans les 6 heures. C'est une vérité qu'il faut garder en tête toujours, encore une fois, en matière de transfert.